On constate habituellement qu'au départ de l'apprendre, il y a toujours une certaine intention. Il y a toujours un projet. On voudrait être capable de. Ça ressemble beaucoup à ce que l'on dit en pédagogie du projet, pédagogie par objectif, lorsqu'on énonce les objectifs en termes de « en fin de formation, ils devront être capables d'eux ». Je pense que parallèlement à un objectif de formation, d'enseignement, il y a des objectifs d'apprentissage. Et si l'on dit qu'il n'y a apprentissage que lorsqu'il y a projet chez l'apprenant, vous saisissez tout de suite le genre de difficulté que l'on va rencontrer lorsque nous sommes dans une situation où l'apprenant n'a plus l'initiative de l'apprentissage, mais au contraire est appelé à suivre le projet de formation que le formateur, que l'enseignant a, lui, choisi. Mais je ne voudrais pas trop m'égarer ce matin dans le domaine de l'enseigner, même si constamment cette préoccupation est présente. Je voudrais surtout me centrer sur l'apprendre. Apprendre au sens où c'est l'apprenant qui effectue quelque chose pour, comme vous le savez, acquérir de nouveaux savoirs, savoir-être, savoir-faire. Je sais que dans la langue française, il y a une petite ambiguïté autour du mot « apprendre ». Lorsque l'on dit « je vais t'apprendre à lire », on veut dire par là que je vais t'enseigner la lecture. Je n'utiliserai pas le mot « apprendre » dans ce sens, je l'utiliserai dans le sens où il désigne l'activité de l'apprenant. Si l'on considère qu'il n'y a apprentissage que lorsqu'il y a projet, il va donc falloir que, dans un premier temps, l'apprenant se donne effectivement un projet. Et vous comprenez que si cela se situe dans le cadre d'une structure de formation, où, comme on vient de le dire, le formateur a l'initiative du projet, dans le projet il y a entre autres l'objectif, il y a aussi la démarche, on n'entrera peut-être pas trop dans le détail, admettons que ce soit un objectif. Il s'agit pour l'élève de trouver dans ce projet de l'enseignant un projet qui soit le sien. Et j'ai envie de dire qu'ici et maintenant, ce matin, j'ai évidemment un projet en rapport avec un certain savoir que j'essaye de vous communiquer, mais pour vous, qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que vous allez en retirer? Vous aviez une certaine idée, comme on dirait une certaine attente, en entrant dans cette salle ce matin. Vous êtes venu parce que vous avez vu quelque part qu'il allait être question d'apprendre. Vous attendez donc quelque chose. Oh, ce n'est pas facile, ce ne serait pas facile à expliciter, mais il y a malgré tout une attente dans un domaine donné. Vous savez qu'on ne va pas parler de la planche à voile ce matin, même si je vais peut-être utiliser ceci comme un exemple, mais ça ne va pas être l'objet essentiel de ce qui va vous être présenté. Autrement dit, il y a bien quelque part, de votre part, un projet d'apprentissage. Je pense que s'il n'y a pas d'attente, s'il n'y a pas de projet d'apprentissage, il ne va pas y avoir apprentissage, ou au moins pas un apprentissage aussi intensif que celui que l'on pourrait estimer être fait dans le temps qui nous est consacré ici. Quoi qu'il en soit, lorsque c'est moi qui ai l'initiative, j'ai un certain projet, être capable de me débrouiller en anglais, être capable d'utiliser cette fameuse machine à bois, être capable d'utiliser, tiens voilà un exemple qui vient souvent, être capable d'utiliser un magnétoscope que je viens d'acquérir, par exemple, et pour réaliser cela, j'ai l'intention de m'organiser, j'ai envie de dire, un apprentissage.
Le point de départ pour moi, et je ne suis pas le seul à privilégier cette idée, c'est donc l'existence d'un projet. Et je voudrais ici mettre au départ, si vous voulez, de la démarche d'apprentissage, le mot projet. Je ne le mets pas tout en haut parce que j'aurais peut-être à ajouter quelque chose avant. Et à partir du moment où vous avez décidé d'apprendre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous voulez utiliser le magnétoscope, vous allez décider de vous en servir tout de suite. Vous allez expérimenter tout de suite. Vous aurez plus ou moins de satisfaction. Peut-être qu'ensuite, vous serez amené à lire la notice. Vous serez peut-être amené à demander des conseils à quelqu'un qui sait déjà s'en servir. Si vous souhaitez vous mettre à réaliser une recette nouvelle, un gâteau que vous n'aviez pas encore préparé, vous allez peut-être dans un premier temps lire la recette, c'est-à-dire qu'ici ça commencera par la lecture, et puis ensuite vous allez expérimenter, et puis ensuite peut-être que là encore vous allez vous tourner vers quelqu'un qui a déjà la pratique. Si vous êtes orienté vers le jardinage, vous commencerez peut-être par aller interroger vos voisins pour savoir comment ils s'y prennent. Autrement dit, le projet étant admis, étant retenu, il me semble qu'on trouve toujours à nouveau ce que j'appellerais des situations. Des situations qui sont comme celles que je viens d'indiquer, lire, observer, expérimenter. Et ce que je peux constater, c'est que selon les situations, c'est-à-dire selon les contenus d'apprentissage, je ne vais pas utiliser exactement les mêmes situations dans le même ordre. Peut-être qu'à certains moments, je commencerai par expérimenter, qu'à d'autres moments, je commencerai par lire, qu'à d'autres moments, je commencerai par observer. Et il est fort probable que pour un même contenu d'apprentissage, différents apprenants auront tendance à utiliser des situations dans un ordre différent. Si je pense à ce qui se produit dans une situation dans laquelle je n'ai plus l'initiative, mais où l'initiative appartient à un formateur, vous comprendrez très bien qu'il se pourrait que l'apprentissage n'ait pas lieu, simplement parce que les situations qui vont m'être proposées, voire imposées pour apprendre, ne sont pas celles que je souhaiterais, moi, retenir, ni en nature, ni dans leur ordre. Dans le fond, implicitement, ce matin, je vous ai dit « écoutez-moi ». Et vous êtes dans une situation d'écoute pour essayer d'apprendre quelque chose sur l'apprendre. Certains d'entre vous auraient fort probablement préféré observer, peut-être observer un élève, un adulte, en train d'apprendre. Je vous y ai un petit peu induit dans la mesure où je vous ai proposé de vous observer vous, et je pense que vous continuez en ce moment à vous observer vous en train d'apprendre. Ce que je souhaiterais, c'est que vous ayez constamment présent à l'esprit une situation d'apprentissage, un contenu d'apprentissage par rapport auquel vous puissiez essayer de voir à quoi correspond ce que je suis en train de raconter ici, quel a été votre projet, quelle a été la situation. Et ce que je constate, c'est que vivant ces situations d'apprentissage, je vais être amené à revenir sur le projet qui était le mien. C'est-à-dire que je n'ai pas affaire à quelque chose qui est linéaire, donné une fois pour toutes, d'abord un projet, puis des situations. Je me rends compte que ce n'est pas comme cela, ce n'est pas aussi simple. Au début, je n'avais pas une idée très précise de mon projet. Oui, sans doute, je voulais faire de l'anglais, mais
Est-ce que ce serait pour lire les auteurs anglais dans le texte? Oui, en général, c'est peut-être un petit peu cela. Et puis, je commence à me mettre à l'anglais. J'utilise les situations qui me sont proposées, ou bien j'achète un ouvrage, une méthode, et j'essaye d'utiliser ces situations qu'on me donne ou que je me donne. Et puis, je me rends compte que lire l'anglais dans le texte, c'est peut-être un peu compliqué. Mon projet va devenir, oui, être capable de me débrouiller en anglais dans une rue de Londres, ce serait peut-être déjà pas mal. Autrement dit, je vois qu'il y a constamment une remise en cause du projet, un affinement, j'ai envie de dire, du projet, qui n'est pas nécessairement toujours un projet à très long terme, mais ça peut être simplement être capable de me débrouiller avec les quelques verbes irréguliers que je suis constamment en train de rencontrer. Ou bien, je pense à cet élève qui, un jour, décide d'être capable de résoudre l'équation du premier degré, parce que ça fait déjà 4 semaines que l'on parle. Il se rend compte maintenant que tous ses camarades sont capables de répondre à la question quand il s'agit de résoudre une telle équation, que lui-même n'est toujours pas capable de le faire, et à un moment donné, il se dit « il faut quand même que je m'en sorte, allez, comment est-ce qu'on s'y prend? Je vais regarder d'un peu plus près comment ça se passe ». Et il se donnera peut-être des situations qu'on ne lui propose pas dans le cadre de la classe, comme par exemple interroger ses camarades dans la cour de récréation à un autre moment. Autrement dit, nous avons à notre disposition toute une série de situations possibles et nous avons pour nous en général beaucoup d'imagination lorsque nous souhaitons véritablement atteindre un objectif pour nous donner des situations, les situations les plus diverses. Je passerai comme cela d'une situation à l'autre en remaniant, en reprécisant progressivement la nature de mon projet. Mais qu'est-ce que je fais quand je suis en train de vivre ainsi une situation qui, comme je vous disais, peut être le fait de lire, observer, expérimenter? Eh bien, c'est peut-être ici que nous pouvons faire appel à ce que nous disent maintenant les cognitivistes qui essayent de nous décrire notre mode de fonctionnement face à une situation, face à toute situation. Face à toute situation, nous avons tendance à réaliser ce que j'appellerais un traitement de l'information. Un traitement de l'information qui habituellement est décrit sous la forme de 3 étapes. Une étape de saisie des données, une étape d'élaboration, de ces données. C'est un petit peu l'étape de la compréhension. Et puis ensuite, il distingue l'étape de la mémorisation. On peut ajouter l'étape de l'expression, car bien souvent, nous ne nous contentons pas d'essayer de retenir ce qui s'est passé, mais nous essayons de le réutiliser. Et réutiliser, en fait, c'est peut-être aussi une manière de le retenir. Ce qui nous intéresse ici, c'est de constater que, quelles que soient ces situations auxquelles nous avons fait allusion, qu'il s'agisse de lire, qu'il s'agisse d'observer, qu'il s'agisse d'expérimenter, c'est toujours à nouveau des mêmes modes de traitement que nous faisons état. Nous cherchons dans toutes ces situations à saisir des informations, et là nous aurions à reprendre tout ce que nous dit la psychologie de la perception, par exemple. Nous avons toujours à nouveau
une phase où nous mettons en forme, et nous avons également une phase où nous réutilisons, où nous mémorisons, quelles que soient les situations face auxquelles nous nous trouvons pour apprendre. Là encore, je me rends compte qu'il n'y a pas saisie des données, et puis ensuite élaboration, compréhension, et puis ensuite mémorisation. Mais je me rends compte qu'en même temps que je saisis des données, je commence déjà à les élaborer, et que le fait de les élaborer m'amène peut-être à en saisir d'autres. De même, au moment où je vais mémoriser, je tiendrai sans doute compte de l'élaboration qui a été faite au préalable, mais en mémorisant, je suis peut-être amené à revoir le mode d'élaboration que j'ai utilisé. Et il y a aussi un retour des échanges à faire entre ces trois moments. Ce que je veux dire, c'est que, une fois de plus, nous ne sommes pas en face d'une démarche qu'il faudrait se représenter comme linéaire, comme continue, mais ce sont constamment des échanges entre ces différentes manières de faire, et vous avez compris que le traitement lui-même va sans doute nous amener à revenir sur les situations, même si ce sont d'abord les situations elles-mêmes qui engagent un certain type de traitement. Ce que je voudrais vous faire saisir, c'est que apprendre, ce n'est pas, mais vous le savez, ce n'est pas quelque chose qui se fait en commençant par grand A aujourd'hui, en continuant par grand B demain et par grand C après-demain, mais c'est quelque chose c'est une démarche dans laquelle il faut toujours à nouveau revenir, anticiper, voir pourquoi on va faire cela et en vue de quoi, et revenir à ce que l'on a déjà fait. C'est ce que j'essaye d'exprimer à travers ces flèches et à travers ces différentes articulations, si vous voulez, entre les moments que je vous présente ici. Je n'oublie pas que ma préoccupation est de saisir l'apprentissage dans sa réalité. Et si les ouvrages de psychologie nous disent que dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes confrontés à un environnement, nous traitons de l'information, encore faudrait-il essayer de savoir à quoi ça correspond dans la réalité. Et c'est là que je repense à ces situations auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, lorsque je vous disais que mon souci était d'utiliser, si vous voulez, ces éléments théoriques pour essayer de voir à quoi ça correspond lorsque j'ai un élève en face de moi. Il fallait bien que je leur pose des questions, que je leur demande, mais qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Quelle est l'information que tu essayes de retenir? Je pouvais voir naturellement dans les notes qu'ils prenaient quelles étaient les informations et ce que devenaient ces informations. C'est la phase d'élaboration. Et j'essayais de voir comment ils s'en servaient pour résoudre un exercice qui leur a été proposé ensuite. C'était la phase d'expression. Essayez, mais vous l'avez déjà fait, essayez de voir l'écart qu'il y a entre ce que vous dites et ce qui va être effectivement saisi. Et vous aurez là un élément important dans la phase d'apprentissage. Essayez de donner une notice technique. Essayez de voir vous-même quand vous lisez une notice technique, par exemple pour apprendre à utiliser un magnétoscope. Essayez de voir ce qu'il en reste lorsque vous êtes face au magnétoscope lui-même, par exemple. Autrement dit, nous avions ici, j'avais une préoccupation, à savoir de pouvoir décrire comment se produit ce traitement de l'information. Ça a mis beaucoup de temps, parce que je ne savais pas quoi regarder et comment le regarder. Mais dans de travaux théoriques, j'ai finalement retenu 3 dimensions pour décrire ces 3 moments du traitement de l'information. Ces 3 dimensions, ce sont
d'une part ce que je vais appeler la démarche, excusez-moi si ça ne se voit pas jusqu'au fond, la démarche, d'autre part ce que je vais définir comme étant le degré d'élaboration, et d'autre part ce que je vais appeler la voie d'accès, la voie E. Je pense que l'on peut décrire aussi bien la saisie des données que l'élaboration, que la mémorisation, d'abord par la démarche. Oh, vous savez, ce n'est pas compliqué. Donnez un énoncé à vos élèves de problèmes, de rédaction, un texte, en leur demandant d'y répondre, et vous verrez tout de suite que certains vont se mettre à le lire de manière très attentive, très posée, que d'autres vont lire très rapidement l'énoncé, et après avoir lu l'énoncé, ils vont lire la première question. Ils n'arriveront pas à s'en sortir avec la première question, ils passeront à la deuxième, ils passeront peut-être même à la troisième. Les auteurs nous disent qu'il y a une manière de caractériser les démarches d'apprentissage en faisant la différence entre réflexion, impulsivité. Voilà un couple qui m'est très utile pour décrire ce qui se passe dans l'apprendre, pour décrire la démarche d'apprentissage, réflexion, impulsivité. Et il y a comme ça plusieurs couples qu'on trouve dans la littérature sous le nom de style d'appréhension, style cognitif souvent. On pourrait en citer d'autres, par exemple, centration-balayage. Vous voyez à quoi cela correspond? Ça correspond à ce travail d'attention portée sur un point, puis l'autre, puis le suivant, etc. Par opposition à cette démarche qui consisterait à voir un certain point et puis à aller déjà chercher un peu plus loin pour voir à quoi ça correspond. On peut aussi, en se centrant peut-être plus sur le résultat, parler d'une démarche globale ou analytique. On peut aussi introduire ici la distinction entre une démarche déductive, inductive. Et il y a là encore beaucoup de choses à faire pour préciser, si vous voulez, ce que peuvent être, ce que sont les démarches possibles. Rien que sur ce point, vous imaginez très bien qu'il y aurait un travail à faire pour, j'ai envie de dire, faire l'inventaire des démarches de nos élèves, pour essayer d'établir une typologie des démarches, en essayant naturellement de les mettre en rapport avec le type de situation qui leur sont proposées. Voilà un prolongement possible. Quand dites-vous que vous avez fini d'apprendre? Dans la tête de ces élèves, classe de seconde, d'un lycée professionnel, il s'agissait pour eux de dire ce qu'ils faisaient le soir quand ils apprenaient leurs leçons chez eux. Curieusement, avec de nombreux élèves, quand on parle d'apprendre, ça ne se passe jamais à l'école. On apprend chez soi. Je ne sais pas ce qu'on fait à l'école, on regarde sans doute, on note, mais on apprend chez soi. C'est l'idée d'apprendre ses leçons le soir. Dans ce groupe, je posais donc la question, qu'est-ce que c'est pour vous qu'apprendre? Quand est-ce que vous dites que vous avez fini d'apprendre? Jusqu'à quand est-ce que vous apprenez, dans le fond, votre leçon le soir? Et les uns me disent, ça se passe après des leçons de mathématiques, les uns me disent, moi je pense que j'ai appris quand j'ai compris. Ah, très bien, mais alors quand est-ce que tu dis que tu as compris? Les uns me disent, moi j'ai compris quand je suis capable de redire les théorèmes et les définitions. Je vois donc comment ça se passe. Cet élève, le soir, rentre chez lui, reprend ses notes, ou bien a fait des marques dans son livre, et il va apprendre les théorèmes et les définitions. Un autre me dit, moi, je pense que j'ai compris, entendez par là, j'ai fini de faire mes devoirs en mathématiques, je pense que j'ai compris quand je suis capable de refaire les problèmes qu'on a fait ce matin en classe. Ah, vous voyez que c'est déjà autre chose. Mais lorsqu'on pose la question à ces élèves, à ces deux catégories d'élèves, vous avez compris? Évidemment, tout le monde a compris. Mais l'un a compris de son point de vue parce qu'il est capable de redire les théorèmes et les définitions, l'autre a compris
parce qu'il est capable de refaire les problèmes qu'on vient de faire. Et il y en a quelques-uns, et je les refais dans d'autres groupes, j'en ai trouvé à nouveau quelques-uns qui me disent « Moi, je pense que j'ai compris quand je peux faire les problèmes que je trouve dans le livre qu'on n'a pas encore fait en classe. » Vous comprenez que nous avons là affaire à trois, ce que j'ai appelé degrés d'élaboration, on pourrait appeler ça degrés de compréhension, trois degrés de compréhension différents. Et on a tout de suite compris qui vont être ceux qui, à la prochaine interrogation écrite, réussiront. Ce ne sont certainement pas ceux qui seront simplement capables de redire les théorèmes et les définitions. Lorsque j'avais fait cela avec ce professeur de mathématiques qui m'acceptait dans sa classe, je lui en ai parlé et il m'a dit « Oh, mais vous devriez dire quelques mots là-dessus à mes collègues dans les autres disciplines. » On a fait une petite réunion et je leur ai présenté ce que je suis en train de vous dire. Et les autres m'ont dit, professeurs de français, d'histoire, de physique, d'éducation physique, ils m'ont dit « Mais chez nous, c'est exactement la même chose. » Quand en histoire, j'interroge, me dit le professeur d'histoire, il y en a qui me disent « Il y avait ceci, il y avait ceci, il y avait cela ». D'autres qui sont capables de me dire « Il y a eu ceci, et puis ça a eu ça comme conséquence », et puis, c'est-à-dire qui sont capables de faire des liens entre les faits. Et puis, il y en a d'autres qui sont capables de me dire « Oui, il y a eu ceci, il y a eu ça, mais c'est parce que il y avait des problèmes économiques, il y avait des problèmes politiques, etc. » Autrement dit, je vois apparaître là 3 degrés d'élaboration en rapport avec les faits, la relation entre faits et en rapport avec ce que j'appellerais ici le sens. C'est bien ce qui correspond à la démarche de celui qui, à un moment donné, est capable de résoudre des problèmes qu'on n'a pas encore faits, c'est parce qu'il a saisi, en quelque sorte, le sens des relations et il est capable de les appliquer à des situations qui, fort probablement, n'ont pas encore été rencontrées. Quand je travaille avec des adultes, lorsque j'essaye de voir avec des étudiants ou des personnes qui sont en train de préparer un mémoire ce qu'il en est du degré d'élaboration, je me rends compte que j'arrive exactement au même résultat. Il y a ceux qui en restent aux faits, c'est ce que l'on pourrait appeler la description. Il y a ceux qui vont au stade de la relation entre les faits, c'est-à-dire de l'explication. Et il y a ceux qui vont jusqu'au sens, c'est-à-dire au niveau de l'interprétation. Vous voyez que selon le degré d'élaboration qui se produit, je suis toujours en train de parler de traitement, les résultats vont être très différents. Et si j'insiste aussi longuement sur ce problème du degré d'élaboration, c'est parce que je pense qu'un certain nombre d'élèves n'ont jamais découvert qu'il y avait possibilité d'aller au-delà des faits qui leur étaient présentés. Parce qu'un certain nombre d'entre eux, et peut-être même certains adultes, n'ont jamais découvert que derrière la réalité, il y avait quelque chose à saisir, que ce soit de l'ordre de la relation, que ce soit de l'ordre du sens. Les professeurs me disent qu'effectivement, ils constatent que c'est peut-être là un des points les plus difficiles. Et ces jours derniers, j'ai travaillé avec un groupe dans lequel il y avait des professeurs de philosophie. C'était pour eux le problème. Comment passer des faits au sens? Voie d'accès, là encore, nous entrons dans un monde. Car vous vous rendez très bien compte qu'en disant quelle est la démarche, en disant quel est le degré d'élaboration, c'est-à-dire quelle est la qualité de la démarche, je n'ai pas encore dit quelle est la nature de cette démarche.
Et là, il faudrait que j'introduise des notions comme accès à la connaissance par des messages auditifs, par des messages visuels, par des messages tactiles. Je pense à cela parce que dernièrement, quelqu'un m'a pris comme exemple, oui, j'ai dû apprendre le braille. Et vous voyez que pour le braille, il est peut-être important d'avoir un développement satisfaisant d'une certaine voie d'accès à la connaissance, qui est ici le toucher. Dernièrement, j'étais dans un établissement hôtelier, le gustatif, l'olfactif joue un très grand rôle. Voilà autant de voies d'accès à la connaissance, si vous voulez. Ces différents sens constituent autant de voies d'accès, et là encore, je pourrais dire que les uns et les autres, nous ne sommes pas préparés de la même manière à utiliser ces différentes voies. Les uns et les autres, nous allons en privilégier certaines. Et si je pense à mon problème de l'enseignement, dans lequel on va, de la part de la décision du formateur, privilégier plus particulièrement telle ou telle voie d'accès à la connaissance, vous voyez là encore quelque origine possible de difficulté si par hasard la voie privilégiée ne correspond pas à celle que l'apprenant en question souhaiterait pouvoir utiliser. C'est là également qu'il faudrait distinguer ce que, après Pestalozzi, j'appellerais l'apprentissage par cœur, par tête et par corps. Nous apprenons par ces trois voies. Nous apprenons par le raisonnement. En ce moment, vous me suivez en essayant de suivre la progression des idées. Vous suivez le raisonnement, vous apprenez, comme dirait Pestalozzi, par tête. Mais vous connaissez l'expression apprendre par cœur. Apprendre par cœur, c'est apprendre comment? C'est apprendre par le rythme, c'est apprendre par une certaine succession de temps forts et de temps faibles. Apprendre par le corps, c'est apprendre par le mouvement. Et nous savons très bien que l'acteur qui veut apprendre son rôle l'apprend systématiquement par les trois voies à la fois. Il vit son rôle en se déplaçant, il le comprend naturellement, mais il en retient aussi un certain rythme, un certain balancement, si vous voulez. Si nous avons trois voies d'accès à la connaissance, essayons en tant que formateurs de ne pas en privilégier qu'une, mais essayons de les utiliser le plus possible les trois à la fois. Dans voie d'accès, j'introduis aussi la distinction entre des apprentissages de type conscient, semi-conscient et inconscient. Nous apprenons par une voie consciente. En ce moment, c'est peut-être la voie que je privilégie. Mais nous pouvons aussi apprendre par une voie inconsciente, c'est le conditionnement. Nous pouvons apprendre par une voie semi-consciente, c'est la suggestion, la voie de la suggestion. Et la suggestopédie que certains connaissent certainement, la sophrologie que vous connaissez sans doute aussi, sont des manières d'utiliser la voie de la semi-conscience pour faciliter l'accès à la connaissance. Et si je reviens un petit peu sur la voie consciente, il faut que je fasse ici la différence entre la voie consciente rationnelle et la voie consciente intuitive. Est-ce que, en tant que formateur, nous utilisons effectivement la diversité des voies pour apprendre? Nous, en tant qu'apprenants, lorsque nous en avons l'initiative, ça, nous savons utiliser ces différentes voies. Elles caractérisent sans doute les apprenants, certains étant plus portés à une voie que l'autre. Et là encore, j'aurais envie de dire que fort probablement un certain nombre des élèves en difficulté dans nos classes sont des élèves qui auraient peut-être tendance à utiliser de manière privilégiée la voie intuitive, cette voie que nous ne privilégions pas en général, et que, ne pouvant pas utiliser cette voie qui est la leur, cette voie intuitive, n'ayant pas à leur disposition beaucoup de capacité à utiliser la voie rationnelle, ils se trouvent dépourvus de moyens
face à l'accès à la connaissance. En vue de quoi est-ce que tout cela est réalisé? C'est réalisé en vue de la construction d'une nouvelle représentation. Nous sommes là au centre de l'apprendre. Le centre de l'apprendre, c'est cette confrontation entre des connaissances antérieures dont nous disposons déjà, des connaissances nouvelles, antérieures, nouvelles, pour construire une nouvelle représentation. C'est comme cela que l'on comprend à l'heure actuelle ce qu'est notre travail sur le plan mental. Et en disant sur le plan mental, ça veut donc dire que toutes ces informations que nous saisissons, nous les reconstruisons une première fois sur le plan mental, et c'est à partir de cette image mentale que nous allons fabriquer une nouvelle représentation par la confrontation, par l'imbrication des données nouvelles dans les données anciennes que nous possédions déjà. Excusez-moi, c'est quelque chose qui commence à être connu. Encore faudrait-il que nous en tenions compte et que nous essayions de favoriser ce travail d'intégration dans ce qui est connu antérieurement de l'information nouvelle. Ce qui est connu antérieurement, voilà encore un problème. Ce qui est connu antérieurement, c'est le problème de toutes les connaissances antérieures, de tous les acquis antérieurs. Et nous sommes bien là, au centre du problème de l'apprendre. Certains auteurs nous disent la condition essentielle pour qu'il y ait apprentissage, c'est que nous disposions de connaissances antérieures sur lesquelles nous pouvons greffer les connaissances nouvelles. Les connaissances antérieures, ce n'est pas simplement la langue dont nous avons besoin, mais c'est un début d'articulation. Vous saviez déjà beaucoup de choses sur l'apprendre. Je ne fais pas grand-chose avec vous ce matin, si ce n'est que de resituer peut-être tout ce que vous saviez déjà. J'essaye de vous aider à réorganiser, à restructurer. Mais vous aviez déjà des acquis sur ce qu'est apprendre. Nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas quelque chose sur quoi greffer les connaissances nouvelles que nous présentons. Si nous en avons l'envie, nous pourrons revenir là encore sur ce problème de quelles sont les connaissances antérieures nécessaires, comment les raviver, comment les rappeler dans la mémoire de travail au moment où nous allons vouloir construire une nouvelle représentation. Est-ce que l'apprendre est pour autant terminé lorsque nous avons traité ainsi les données dans une situation telle que nous nous la donnons ou telle qu'elle nous est imposée? Je pense qu'il y a une dernière phase au niveau de l'apprendre telle que je l'ai présentée à partir de la notion de projet, qui est une phase de prise de distance. Disons qu'à partir des différents moments que nous avons ici réalisés pour construire cette représentation, nous allons effectivement parvenir à une maîtrise à condition de nous donner une méthode, de nous donner une manière de faire nouvelle qui va nous être propre. J'ai appris à écrire, au début j'ai fait mes lettres selon le modèle qu'on m'indiquait. Et puis progressivement je me suis détaché de ce modèle. J'ai découvert pour moi une méthode d'écriture, simplement de l'écriture matérielle si vous voulez. De même pour rédiger, pour faire une rédaction, on a commencé par me donner des modèles de rédaction. On m'a laissé faire en me donnant des éléments pour structurer. Parce que rédiger, c'est aussi structurer, c'est aussi organiser.
On m'a dit introduction, développement, conclusion. Alors j'ai fait introduction, développement, conclusion. Et puis à un moment donné, progressivement, je m'en suis un petit peu détaché. J'ai acquis ma propre méthode. J'ai pris de la distance par rapport à ce qui m'avait été présenté dans des situations particulières. Quand j'en discute avec des professeurs d'histoire, ils me disent « Mais oui, mais moi ce que j'aimerais, c'est que mes élèves acquièrent le sens de l'histoire. » C'est-à-dire qu'à partir de l'examen de situations historiques particulières, progressivement se développe une certaine manière de réagir à l'égard d'eux. Les professeurs de physique me disent « Oui, moi j'aimerais qu'ils aient le sens de la physique. » Mais certains praticiens ont le sens de la mécanique. Vous pouvez leur présenter n'importe quelle voiture, n'importe quelle automobile, ils se débrouilleront, ils n'ont plus besoin de prendre la notice. Ils auront, peut-on dire, acquis le sens de la mécanique. Tout comme certains menuisiers ébénistes ont le sens du bois. Ils n'ont plus besoin de passer par une analyse systématique du bois, rien qu'en le touchant, le regardant, le saisissant. Ils ont une certaine méthode d'approche de la réalité, si vous voulez, que je mettrai ici au compte de cette dernière étape dans l'apprendre. Il va de soi qu'en disant cela, je n'ai pas tenu compte d'un moment peut-être important dont il faut dire un mot et qui se situe en amont de tout cela. Je veux dire par là que tout ceci va se dérouler, excusez-moi d'insister, pas de manière mécanique. On passe d'abord par ceci, puis par cela, mais vous avez très bien compris que là encore, je pourrais mettre des flèches dans tous les sens. Tout ceci ne se sera produit que s'il y a au préalable un certain nombre de conditions, et ces conditions, je les groupe autour du terme d'attitude. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne développerons un projet, nous ne développerons des choix de situation que si au préalable nous avons élaboré, j'ai envie de dire, des attitudes favorables. Là encore, je ne vais pas entrer beaucoup dans le détail, mais je dirais simplement que si nous n'avons pas une bonne image de nous-mêmes, c'est-à-dire une attitude positive de nous-mêmes à l'égard du contenu que nous souhaitons acquérir, il ne se passera rien. Quand j'interroge des élèves et qu'ils me disent « Oh, vous savez, moi en mathématiques, je n'ai jamais réussi, moi je ne réussirai jamais en mathématiques. » Bon, effectivement, s'ils ont une attitude à l'égard d'eux-mêmes aussi négative en ce qui concerne l'apprentissage des mathématiques, il y a peu de chances pour qu'effectivement quelque chose se passe si au préalable, on n'est pas arrivé à modifier l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes concernant l'apprentissage des mathématiques. Je pense qu'il y a aussi, pour qu'il y ait apprentissage, naturellement, une attitude favorable à l'égard de l'objet d'apprentissage, mais aussi à l'égard des situations d'apprentissage. Vous savez, quand des élèves me disent, et dans certains cas ils ont raison, quand je rentre dans la salle de classe, je pense à un établissement particulièrement peu accueillant, quand je rentre dans cette salle de classe, déjà j'ai plus envie d'apprendre. Et puis de toute façon il fait froid, de toute façon il y a trop de bruit, de toute façon on n'a pas assez de place. Bon, alors j'ai plus rien à dire, vous comprenez? Si ce n'est qu'il faudrait peut-être essayer de voir pourquoi il y a une telle perception de la situation. Là encore, ce n'est pas d'abord l'attitude et après le projet et après les situations. C'est peut-être d'abord les situations qui vont engager une certaine attitude. Il n'en reste pas moins que s'il n'y a pas à un moment donné une attitude favorable, il n'y aura pas de projet, il n'y aura pas de choix de situation. Et j'aurais envie d'ajouter dans les attitudes aussi l'attitude à l'égard des autres, car je n'apprends jamais seul, j'apprends toujours de quelqu'un, même si ce quelqu'un c'est un ouvrage, c'est un texte. J'apprends de quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut que, pour qu'il y ait apprentissage,
que je sois réceptif, accueillant à son égard. Là encore, quand des élèves me disent « Vous savez, puis de toute façon, celui-là, je ne peux pas le voir », me parlant de son professeur, il ne va pas se passer grand-chose au niveau de l'apprentissage dans cette situation particulière, pour cette discipline particulière. Ça s'était peut-être passé très bien l'année précédente, cette année, ça ne va pas marcher, parce qu'il y a, comme on dit, des difficultés relationnelles avec la personne en question. Me plaçant du point de vue de l'apprenant, j'ai envie de dire que c'est donc au départ un problème d'attitude favorable qui doit être réglé pour qu'un tel dispositif, pour qu'un tel processus se mette en place. Et je voudrais aborder ici quelques remarques autour de qu'est-ce que l'on peut faire d'un modèle de ce genre. Là encore, ce sont les enseignants auxquels j'ai présenté cela qui m'y ont poussé, qui m'ont dit « Oui, bon, ben alors maintenant on sait à peu près ce que c'est qu'apprendre et qu'est-ce qu'on en fait ?» Eh bien, vous comprendrez qu'il y a de nombreuses conséquences possibles dans un premier domaine qui est celui de l'orientation, qui est celui du conseil, ce que je regrouperai autour de la préoccupation de connaissance de l'apprenant. On dit toujours, il faut connaître son élève, il faut connaître l'apprenant. Bon, très bien, mais qu'est-ce qu'il faut connaître de l'apprenant? Je pense qu'avec un tel schéma en tête, je peux déjà m'orienter vers tel ou tel aspect du comportement de l'apprenant en question. Dès que l'on parle d'individualisation, dès que l'on parle d'orientation de l'élève, il va bien falloir que je me préoccupe de sa manière d'apprendre. Comment élaborer une formation appliquée, comment l'orienter vers telle ou telle formation, si je ne sais pas quelles sont ses attitudes à l'égard des objets de formation, ses intérêts, si vous voulez, si je ne sais pas quelles sont les situations qu'il souhaite, et je travaille avec des intervenants dans les GRETA qui mettent en place des APP, des ateliers pédagogiques personnalisés, dont c'est le problème. Comment arriver à orienter, à proposer des formations aux élèves et par conséquent que recueillir comme information sur les élèves en question. Et je pense qu'il y a un deuxième groupe d'application de ceci au niveau de la conception même d'une action de formation. Si apprendre, c'est ça. Si apprendre, c'est ça. Et si je pense que la fonction de l'enseignant est de faciliter un apprentissage, son action va donc être quoi? Son action va être, dans un premier temps, de se préoccuper de l'attitude, de chercher à développer une attitude à affiner par rapport à ce que j'ai dit, entre autres aussi une attitude peut-être active à l'égard de son propre apprentissage. Mais quoi qu'il en soit, en tant que formateur, je serai constamment préoccupé par l'attitude que je développe par ma manière de faire, par l'environnement existant à l'égard de l'élève en question. Et puis, vous l'avez compris, si apprendre c'est ça, je vais devoir me préoccuper de sa mise en projet. Je vais devoir constamment avoir le souci de développer chez l'élève un projet d'apprentissage. Je vais devoir me préoccuper de la nature des situations. J'y ai déjà fait allusion. Quelles sont les situations qu'il souhaite par rapport aux situations existantes? Je vais par conséquent devoir attirer son attention même sur le fait qu'il peut se donner
peut-être lui-même d'autres situations que celles que je lui propose, dans la mesure où je n'ai pas la possibilité de diversifier. Il y en a 35, il y en a 40, je ne peux pas diversifier pour chacun, mais je peux attirer l'attention sur, ah oui, en ce moment, voilà ce qu'on est en train de faire, nous utilisons telle situation, peut-être pas utiliser le mot de situation, mais on aurait peut-être besoin de faire autre chose, on ne va pas pouvoir le faire tout de suite, on le fera à un autre moment, et déjà, je fais en quelque sorte participer à ce choix des situations. Excusez-moi, ce n'est pas nouveau, j'essaye de montrer quelles sont les conséquences de ce que je sais sur apprendre par rapport aux pratiques de formation. Et puis vous voyez ici, à quel niveau est-ce que je suis en train de travailler? Ah ben vous voyez, ce que je viens de vous dire, ça se situe au niveau des faits. Et maintenant, on va essayer de voir au niveau de la relation entre les faits. Qu'est-ce que l'on pourrait dire à ce niveau-là? C'est-à-dire que là encore, je vais permettre progressivement de participer aux phases que j'ai essayé de distinguer, et je vais construire mon enseignement en essayant de prévoir des moments où je travaillerai au niveau des faits, des moments où je travaillerai au niveau de la relation, des moments où je travaillerai au niveau du sens. Je peux donc ainsi, en m'inspirant de ce qu'est apprendre, aussi bien élaborer, j'ai envie de dire, une succession de séances, une séquence, mais même une séance elle-même, en essayant d'avoir constamment présent à l'esprit des préoccupations qui résultent de ceci. Notre souhait, c'est évidemment de permettre aux élèves de parvenir à une certaine autonomie. Parvenir à une certaine autonomie, c'est être capable de prendre en main son propre apprentissage. C'est donc être capable de prendre conscience de sa manière d'apprendre. Et voilà, si vous voulez, une autre conséquence de ce modèle que j'ai essayé de vous présenter, c'est la possibilité de saisir où j'en suis dans ma manière d'apprendre. Ce que j'ai essayé de faire avec vous en essayant de reconstituer, de vous demander de reconstituer un apprentissage, c'est ce que j'essaye de faire avec une équipe de manière systématique avec des élèves. Comment est-ce que nous améliorons en éducation physique un comportement, une manière de faire? Eh bien, en éducation physique, quand on veut améliorer la course, le saut, un geste, on essaye de faire un enregistrement vidéo du geste en question et on propose à l'intéressé de regarder comment il s'y prend. Comment s'y prend-il pour sauter, pour courir, etc. Est-ce que nous ne pourrions pas essayer de permettre à l'apprenant de regarder comment il s'y prend pour... Comment est-ce qu'il s'y prend pour développer une certaine attitude? Comment est-ce qu'il s'y prend pour se donner un projet, etc. Est-ce que, de cette manière, nous ne lui permettrions pas, sans doute, de prendre conscience, mais ensuite aussi de réfléchir à d'autres manières de faire possibles? Le champion, celui qui veut devenir un champion sportif, une fois qu'il a analysé sa manière de faire, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde comment des spécialistes de sa discipline s'y prennent pour courir, sauter, etc. Il va s'en inspirer. Il ne va peut-être pas tout retenir. Est-ce que nous ne pourrions pas aussi proposer aux élèves de voir comment d'autres apprennent? Et ça se fait très facilement dans un groupe dans lequel on discute sur les différentes manières d'apprendre utilisées par les uns et les autres. Là encore, excusez-moi, vous l'avez certainement déjà fait. Mais ne pourrait-on pas le faire plus systématiquement en essayant d'avoir comme point de repère des éléments du modèle que je propose ici?